Salut, dans cette vidéo, nous allons voir l'interview de Credo Mutwa, qui était un gardien de la tradition zoulou. Il était connu comme un auteur de livres qui s'inspirent de la mythologie africaine, de la tradition zoulou, des rencontres extraterrestres et de ses propres rencontres personnelles. Son dernier travail était un roman graphique appelé Tree for Life Trilogy, basé sur les écrits de son livre le plus célèbre, Indaba My Children. En 2018, il a reçu le prix Uziba décerné par le département sud-africain des arts et de la culture pour son travail sur la sagesse autochtone. Credo était un Sanoussi qui est un type de devin zoulou ou de sangoma. Un oracle en fait, un oracle, voilà. Ah oui, en plus de ça, il était un guérisseur. Donc, Credo vivait avec sa femme à Kuruman où il dirigeait une clinique de soins palliatifs. Je conjugue depuis le début au passé parce que malheureusement, il a rejoint les ancêtres en 2020, le 25 mars 2020. Que son cas soit vivifié. Est-ce que je dois vous préciser cette fois, particulièrement cette fois, de regarder la vidéo jusqu'à la fin? Non, je ne pense pas. Voilà. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, partout. C'est totalement gratuit et c'est de notoriété publique. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran, aussi en scannant le QR code qui est à l'écran ou encore en utilisant le lien WhatsApp qui est en description. Bon visionnage. Il existe des preuves écrasantes sur le fait qu'avant que l'Afrique ne soit réellement colonisée par les Blancs d'Europe, elle a d'abord été préparée à cette colonisation par des êtres étrangers. Lorsque les premiers navires portugais ont commencé à naviguer autour du cap de Bonne-Espérance, des êtres étranges sont apparus parmi notre peuple. Des créatures étranges ressemblant à des humains, généralement des créatures de grande taille. Des êtres ressemblant à des humains anormalement grands. Certains d'entre eux, n'ayant qu'un seul pied, sont apparus parmi notre peuple et ont commencé à faire des choses. Ce qui a facilité les choses pour les colonisateurs lorsqu'ils nous ont envahis et conquis. Comment étaient-ils en termes de couleur de peau? Nous ne savons pas. Mais il y a ceux qui les ont décrits comme très blancs, craies en apparence. Cela a duré si longtemps qu'il est devenu traditionnel pour notre peuple de représenter ces êtres avec de la craie blanche. Vous avez trouvé des masques chez nos fabricants de masques qui étaient entièrement barbouillés de craie blanche pour représenter ces créatures. Ces créatures mesuraient généralement environ 2 mètres de haut. Elles étaient très minces et portaient des robes faites de la taille tendue d'un certain type d'antilope, généralement l'antilope stable au noir intense. Quel nom les gens leur ont-ils donné? Ils leur ont donné le nom. Le nom est les bêtes de la terrible couverture. Ces créatures étaient habillées exactement comme les moines chrétiens, avec des houppes et de longues robes
En fait, je vais vous dessiner à quoi ressemble l'un d'eux, comme il était montré dans une peinture rupestre. Ces créatures vivaient dans des trous dans le sol ou dans des cavernes souterraines. Et les marins portugais appelaient ces créatures monopodes. Les monopodes ont été vus en Afrique et aussi en Amérique avant que l'Amérique ne soit colonisée par les Blancs. Ils ont été vus parmi les Amérindiens? Oui. Une des choses qui m'a étonné est que l'histoire de l'Amérique et l'histoire de l'Afrique étaient la même. On dit que ces monopodes ont apporté certaines connaissances à notre peuple. Ils ont, en fait, préparé mentalement notre peuple à ce qui était à venir. Par exemple, ces monopodes, ces bêtes de la terrible couverture, portaient un ornement en forme de croix sur leur poitrine, comme un talisman. Une croix faite d'or ou d'argent. Cela ne vous étonne-t-il pas que lorsque les Amérindiens ont vu les croix peintes sur les voiles des navires de Christophe Colomb, et l'ont reconnu comme un objet sacré? Laissez-moi vous dire qu'il s'est passé exactement la même chose en Afrique du Sud, où notre peuple a été familiarisé avec les cultures bien avant que les hommes blancs ne mettent le pied en Afrique. Et quand notre peuple a vu cette croix, cette fois-ci apportée par les missionnaires, il l'a reconnue comme un objet sacré. D'une autre manière maintenant, je ne sais pas comment dire ça, mais pouvez-vous le dire pour moi? Notre peuple a été préparé longtemps à l'avance à reconnaître certains symboles chrétiens et des symboles d'aujourd'hui. Et quand ils ont vu plus tard dans les mains des colonisateurs, ils les ont vus pour ce qu'ils étaient. C'est l'une des raisons pour lesquelles, monsieur Ike, les Africains ont accepté et protégé les missionnaires chrétiens. Même en luttant à mort contre le colonialisme blanc. Comment se fait-il qu'un homme accepte la religion d'un envahisseur tout en menant un combat à mort contre les violations que cet agresseur faisait subir à sa terre natale? Cela s'est passé en Amérique et cela s'est passé en Afrique. Et les sources de cette acceptation étaient les mêmes. J'aimerais pouvoir exprimer cela dans un meilleur anglais que celui que j'utilise actuellement, car je pense que c'est important. Je pense que vous dites très clairement qu'il semble que ces Chitaoli parcouraient le monde pour préparer l'occupation du centre Illuminati de Londres et d'Europe et dans ces différentes régions, telles que l'Amérique et l'Afrique.
En Afrique de l'Ouest, ces créatures ont également été vues par les populations autochtones. Et il y a eu des témoins de leur présence avant l'arrivée des Occidentaux. Ils les ont appelés Guinaru et entrent même dans leur légende. Et là-bas, ils sont présentés comme des démons, dont l'essai sur la littérature merveilleuse des Noirs, suivi de contes de l'Ouest africain français, par François Victoire en 1913. Au chapitre 3, on décrit un peu ces créatures et on parle un peu d'eux. Au début du chapitre, on vous dit que le nom de ce démon est africain, mais que le démon en lui-même, dans ses caractéristiques, est sémite. Plus bas, dans l'aspect physique, on dit à quoi est-ce qu'il ressemble. Les Wolofs se les représentaient comme un géant en membres grêles, ayant un seul œil fondu dont le sens vertical est placé sur le front au-dessus d'un nez très allongé. Il leur suppose de très longs cheveux et une barbe qui tombe jusqu'aux pieds. Enfin, ils leur font jeter le feu par les yeux et par la bouche. Quant aux déguisements qu'ils peuvent revêtir, ils sont innombrables. Boucs, cabris, chats, serpents, torches flambantes, etc., etc. Dans Ama et Mondiaye, il est présenté comme ayant un dos en forme de lame de rasoir et avec un seul de chacun des membres que l'espèce humaine possède en double. Donc là, on dit que ces gens sont grands, portent des habits en peau d'animaux ou faits à base d'animaux et ont un pied et une main, là où les humains ont 2 pieds et 2 mains. Cette description est assez ressemblante à celle que nous a donnée le papa tout à l'heure. Et dans ce livre, on précise même d'ailleurs qu'il y en a qui vivaient dans des grottes, dans des souterrains en règle générale, et que parfois ils déclenchaient même des éboulements qui tuaient plusieurs personnes. Et il rajoute même que certains mineurs les voyaient et que parfois pour les retrouver, on suivait les traces d'or. Donc ils sont documentés. Il y a plein de témoignages sur ces créatures un peu de partout en Afrique et ils étaient là bien avant les locaux. Bien avant les locaux, ils étaient déjà là. Voilà donc contre quoi est-ce qu'on se bat en réalité. Et comme nous n'avons pas encore clairement identifié notre ennemi, on pense que ce sont les autres. Mais les autres là, ceux qui bavardent là, ne sont que les outils aux mains de ces créatures. Et depuis que la terre est tenue par eux, tout le monde souffre sans exception. Il n'est pas seulement question d'Afrique ou d'Amérique, bien que, à mon avis, je pense qu'on aurait tout à gagner si ces 2 continents prenaient conscience qu'ils sont l'un pour l'autre les meilleurs alliés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il est question de l'humanité tout entière à ce niveau. Que pensez-vous objectivement que ces êtres feront s'ils atteignent leur objectif? Regardons déjà ce qu'ils ont causé dans le passé. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas, tellement de désordre, tellement de souffrance, tellement de couches de mensonges, tellement de mystères, tellement de problèmes. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus où mettre la tête. Il est donc important que nous comprenions même que nous ne savons rien, qu'il y a tellement de mystères. On doit comprendre ça pour pouvoir essayer même de comprendre ce qui se passe. L'Afrique et l'Amérique ne sont pas tombées par naïveté ou par faiblesse comme veut nous le faire croire l'histoire. L'Afrique et l'Amérique sont tombées uniquement parce que les locaux sont aidés depuis des milliers d'années par des créatures non humaines qui veulent prendre le contrôle de cette planète tout entière. C'est pour ça que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, de sciences humaines et on vous prépare à toute éventualité. Il faut que nous soyons prêts.